Conseil, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous remercie, chère Micheline, de cette nouvelle invitation à participer à votre forum, en ouvrant cette session de panel, en participant à cette première journée de congrès. Permettez-moi en premier, Mesdames et Messieurs, de vous adresser les salutations des autorités genevoises qui se réjouissent que ces panels se tiennent sur ces 2 journées, même si elles ont la particularité d'être entrecoupées par une journée typiquement genevoise, qui est la journée du jeune genevois. Donc, vous jeûnerez demain en solidarité avec nous, genevois et genevoises. C'est donc en ma qualité de directrice générale de l'Office des droits humains que je vais vous parler ce matin. Le canton de Genève a en effet cette particularité, encore une, totalement genevoise, d'être doté d'un office des droits humains qui, outre s'assurer que l'administration respecte bien les droits de chacun et de chacune, traite aussi des questions d'intégration des étrangers, des questions de prévention de la violence, des questions de solidarité internationale et des questions de promotion de l'égalité entre hommes et femmes. L'année dernière, j'avais eu l'occasion de développer l'action de mon office, en particulier des actions au niveau de la coopération internationale. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui, mais je suis bien entendu à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet. Respecter les droits humains, Mesdames et Messieurs, peut paraître comme une évidence dans un pays démocratique comme la Suisse. Et pourtant, les comités des différentes conventions internationales nous le rappellent, à juste titre. Aucun pays n'est exempté de faire régulièrement son autocritique. Ce rappel permanent prend tout son sens, justement dans un pays comme la Suisse, riche de sa forte migration et dans lequel l'esprit de solidarité est nécessaire à chaque instant. Et notre attention de chaque instant doit se porter sur tous les risques de discrimination. Et j'ai le plaisir de vous informer, c'est une nouvelle très récente, que nous avons décidé que le canton de Genève va se doter d'une cellule d'écoute contre le racisme, auquel des personnes qui pensent avoir été victimes de racisme pourront s'adresser, mais également les témoins, mais également, pourquoi pas, les gens racistes, pour recevoir des conseils et pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a en eux qui fait qu'ils ont un rejet de l'autre. Donc cette cellule s'ouvrira à la fin de l'année avec le soutien de plusieurs ONG qui luttent depuis des années contre ces problématiques de racisme. Mon intervention d'aujourd'hui, elle va s'inscrire dans le droit fil des panels que vous allez suivre. C'est une demande de Madame Mokujuma que je sois vraiment en ligne avec ce dont vous allez discuter et vous donner quelques exemples, quelques exemples de ce qui se fait à Genève ou en Suisse. Au niveau international comme sur le terrain régional, la promotion et la coopération économique ne sauraient être menées sans que les gouvernements portent par ailleurs une attention particulière et spécifique au respect des droits humains, tels que ceux-ci sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. J'aime m'y référer, je m'y réfère à chacun de mes discours, car pour moi, elle reste un guide indispensable dans mon domaine d'action et elle n'a pris aucune ride aujourd'hui. Au niveau international, depuis 1979, la Charte internationale des droits de l'homme a été complétée, vous l'avez dit, par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDAW, puis par la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour que cette dynamique vive, pour qu'elle opère réellement sur le terrain, des forces conjointes et un dialogue constant entre les administrations, la société civile et les responsables politiques sont indispensables. Votre forum est une plateforme très intéressante pour notre canton qui mène lui aussi à son niveau un travail comparable et dont les contours, s'ils sont bien sûr marqués par de nombreuses spécificités suisses, vous connaissez l'histoire du canton, ont cependant de nombreux points communs avec les travaux menés par votre Assemblée, ce qui ressort de votre programme. En Suisse et à Genève, comme dans d'autres pays, les progrès accomplis pour implémenter dans les principes les droits économiques, sociaux et culturels des femmes ont été majeurs et constants durant les 40 dernières années. Aujourd'hui, cependant, de nouvelles stratégies doivent être définies pour que l'égalité des droits et des chances entre femmes et hommes devienne une réalité également dans les faits, au niveau national comme au niveau global. Votre 4e forum permet d'identifier les défis qui restent à relever
et les stratégies à mettre en place pour que l'intégration de l'égalité se déroule concrètement et déploie ses effets sur le quotidien des femmes et des hommes de nos pays et pas uniquement dans les textes. Votre panel numéro 1 va parler des axes et des progrès de l'implémentation des droits économiques, socio-culturels des femmes durant les 40 dernières années. Depuis plus de 50 ans, en Suisse comme à Genève, la promotion, la protection et la défense des droits économiques, sociaux et culturels des femmes font très régulièrement l'objet de débats parlementaires et de modifications législatives. Celles-ci ont d'abord visé à supprimer les discriminations faites aux femmes au sein de la famille, à l'école, dans le monde du travail, puis ont peu à peu intégré l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris au bénéfice de ces derniers, en particulier en cas de divorce, concernant les droits des hommes vis-à-vis de leurs enfants. Le rythme de ces modifications, vu de l'extérieur, peut vous paraître étonnant. En effet, on est obligé de reconnaître que la Suisse a connu un retard certain à accorder le droit de vote et d'éligibilité à ses citoyennes, ce qu'elle a fait en 1971 seulement. Mais d'un autre côté, notre pays, s'il n'a pas été le précurseur, a toutefois été parmi les premiers à se mobiliser avec clarté sur des sujets d'importance comme les violences conjugales, qui sont poursuivies d'office depuis 2004, tandis que la loi genevoise sur les violences domestiques, toutes les violences qui ont lieu au sein de la famille, prévoit depuis 2005 des mesures d'éloignement administratif des auteurs de violences et des sanctions pénales en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. En 2007, ce dispositif a été complété au niveau fédéral par la modification du Code civil suisse. Celui-ci permet désormais d'expulser durablement les auteurs de domicile commun et de leur interdire d'approcher ou de prendre contact avec une personne ou des personnes spécifiquement. Cela permet, mesdames et messieurs, de mettre fin à cette injustice qui voulait que les femmes soient toujours obligées de quitter leur domicile emmenant leurs enfants alors qu'elles subissaient des violences. Aujourd'hui, c'est bien les agresseurs qui sont sortis du domicile. Il peut s'agir de femmes, mais les chiffres nous montrent que c'est une excessivement petite minorité. Depuis 1996 et la promulgation de la loi fédérale sur l'égalité entre les hommes et les femmes, les discriminations en raison du sexe sur le lieu de travail dans l'ensemble des rapports de travail sont clairement proscrites et le harcèlement sexuel est considéré comme une forme particulièrement grave de comportement sexiste. Cette loi prévoit des mesures protectrices et incitatives inédites, comme l'allègement du fardeau de la preuve. Ce n'est pas à la femme de prouver qu'elle a été harcelée, mais c'est bien à l'entreprise de prouver qu'elle avait mis des mesures qu'elle a oublié de mettre des mesures qui auraient protégé cette femme. Dans la réalité, on s'aperçoit pourtant que les femmes peinent à user de ces droits, en raison notamment de la forte pression subie sur le lieu de travail. Depuis plus de 15 ans pourtant, sous l'égide de cette législation, de nombreux progrès sont à noter dans les entreprises qui ont intégré la prévention des discriminations et qui sont régulièrement encouragées à mettre sur pied des programmes de promotion et de contrôle de l'égalité entre femmes et hommes. Les sociétés multinationales, qui sont nombreuses sur le canton de Genève, dont les maisons mères se trouvent dans les pays où les discriminations sont punies avec sévérité, ont été les premières à intégrer des mesures allant dans ce sens et, par effet domino, les entreprises locales ont fait la même chose. Enfin, il est intéressant dans ce domaine de relever que le canton de Genève offre depuis l'année 2002 un congé maternité de 16 semaines aux femmes qui y travaillent. C'est un congé maternité, s'il n'est de loin pas excessif, et du moins plus favorable que le congé maternité fédéral de 14 semaines. Cette mesure essentielle a été souhaitée pendant des décennies par les femmes, a été rejetée à de nombreuses fois en vote populaire. Et cela permet aujourd'hui aux femmes de concilier maternité et activité professionnelle dans un environnement où, en parallèle, l'offre en structure de garde pour les petits-enfants n'a pas cessé de s'étendre pour essayer de répondre aux besoins des parents. Votre panel numéro 2 va s'intéresser aux stratégies de l'implémentation des droits économiques, sociaux et culturels des femmes au niveau national et global. L'office que je dirige, par le biais des actions menées par ses services, travaille en étroite collaboration avec la société civile, avec le tissu associatif local, que celui-ci soit professionnel ou bénévole. Nous soutenons des projets, nous relayons des préoccupations des acteurs de terrain vis-à-vis du
pouvoir politique. Concernant l'égalité entre femmes et hommes, les mesures prioritaires en vue d'une amélioration de l'égalité des chances touchent en Suisse, comme à Genève, à l'égalité salariale, à la présence des femmes dans les sphères décisionnelles, dans les postes de cadre, dans les conseils d'administration, en particulier dans les instances publiques ou parapubliques, à la prévention des violences de genre, en particulier domestiques, ainsi qu'à l'augmentation de la proportion des femmes dans les filières de l'informatique, des sciences naturelles et des filières techniques. Les préoccupations particulières des femmes d'origine migrante, très nombreuses dans le canton de Genève, ne sont pas oubliées. Des travaux sont menés pour l'amélioration de l'accès à l'emploi qualifié des femmes étrangères. Il n'est pas tout de les accueillir et de leur offrir uniquement des travaux domestiques à des femmes qui sont très souvent extrêmement qualifiées dans leur pays. Amélioration de l'accès, prévention des mutilations génitales féminines. Une loi a été adoptée par notre Parlement national l'année dernière qui prévoit la protection des femmes dans notre pays et même la protection des enfants dont les parents résident dans notre pays et qui pourraient subir des mutilations génitales féminines durant leurs vacances. La protection également des mariages forcés, la protection du statut de séjour en cas de violence domestique sont autant de sujets qui font actuellement l'objet d'actions et de programmes pour protéger ces populations à Genève. Quelques faits et chiffres à mettre maintenant en lien avec votre troisième panel sur les enjeux et défis de l'intégration des outils de promotion. Malgré l'évolution constante du cadre légal que je viens de rappeler, la mobilisation des ressources reste nécessaire, vous l'avez dit, Madame la Présidente, sur les questions d'égalité. Les statistiques l'attestent, des phénomènes préoccupants méritent l'attention des institutions concernées. Quelques-unes prises, les jeunes continuent à effectuer leur choix d'orientation scolaire ou professionnelle sous l'influence des stéréotypes de genre. En Suisse comme à Genève, le choix d'une profession est fortement marqué par l'appartenance sexuelle. Dans la plupart des professions, on observe à ce sujet une évolution minime depuis 1990. Les femmes restent sous-représentées dans les sphères décisionnelles, dans les entreprises comme en politique. À Genève, on compte 28% de femmes députées élues au Grand Conseil et une moyenne de 35% dans les conseils municipaux. Les femmes sont moins de 20% à des postes d'encadrement supérieur dans l'économie privée. En Suisse, nous avons par ailleurs un taux très faible de femmes dans les conseils d'administration, en dessous de la moyenne européenne, puisqu'il n'y avait en 2011 que 11% de femmes dans les conseils d'administration. En moyenne, les salaires des femmes sont encore nettement inférieurs à ceux des hommes. En 2010, en Suisse, pour les femmes travaillant dans le secteur privé, le salaire mensuel brut standardisé s'élevait à 5 220 francs contre 6 397 chez les hommes. Dans les branches aux salaires les plus rémunérateurs, les disparités salariales sont les plus élevées. Les femmes gagnent souvent entre 13 et 30% de moins que les hommes pour un travail équivalent avec une formation équivalente. Et elles sont surreprésentées parmi les plus bas salaires. Elles représentent effectivement 65 personnes dont le salaire est de moins de 4 000 francs par mois, ce qui est un salaire bas pour vivre en Suisse. Les hommes restent en retrait de leur côté sur les questions des tâches éducationnelles et domestiques. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, avec eux, mais également pour eux. À Genève, dans les couples avec enfants, les femmes disent consacrer en moyenne 47 heures hebdomadaires aux tâches domestiques, contre 25 pour les hommes. La prise en charge des enfants est également essentiellement du ressort des mères. 6 femmes sur 10 effectuent la majorité des tâches ménagères dans le couple. Et on augmente ce taux à 7 femmes sur 10 quand il y a des enfants. Les discriminations professionnelles directes et indirectes sont encore nombreuses et elles sont souvent à mettre en lien avec la maternité. Enfin, selon une enquête suisse représentative, 30% des femmes et 10% des hommes en âge de travailler déclarent avoir déjà subi au moins une fois du harcèlement sexuel au travail. Les violences domestiques restent une cause principale de mortalité des femmes dans notre pays comme ailleurs dans le monde. À Genève, elles causent chaque année en moyenne 2 interventions policières par jour. 2 fois par jour, la police se rend dans un foyer genevois pour constater une problématique de violence domestique.
En 2011, 42 mesures d'éloignement ont été prononcées par la police genevoise qui ont permis, donc, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'éloigner les agresseurs de leur domicile. Ces réalités sont sans doute peu encourageantes, mais elles ne doivent pas nous amener à baisser les bras. Dans le domaine de l'égalité, on le sait, les progrès se font lentement et il est essentiel d'être toujours en veille. Pour ce faire, en 2011, nous avons organisé à Genève les États généraux de l'égalité, dont les résultats et perspectives suivantes ont pu être dégagés. Concernant la formation, les normes propres à chaque sexe sont socialement construites et intériorisées dès le plus jeune âge. Ces normes sont intégrées par les enseignants et enseignantes et par les parents, et ils participent donc à reproduire les inégalités de genre. La socialisation différentielle débouche donc sur une acquisition de compétences distinctes et une orientation professionnelle divergente. La fille s'occupe plutôt des soins, soins à la personne, soins de santé. Le garçon sera plus dirigé sur des professions techniques ou manuelles. La nécessité d'agir se situe donc très en amont, dès la toute petite enfance, pour contrer la ségrégation persistante dans les filières de formation, dans les choix professionnels. Des actions sont actuellement menées tant dans les crèches qu'au département de l'instruction publique du canton de Genève. Concernant le monde professionnel, la représentation sociale de la maternité situe cette dernière comme un rôle naturel, comme un rôle primordial pour les femmes, alors que l'homme est encore perçu comme le gagne-pain de la famille. Des discriminations indirectes sont induites par ce partage des rôles et la problématique de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée se pose principalement pour les femmes. Les compétences traditionnellement considérées comme féminines et naturelles sont dotées d'une moindre valeur sur le marché de l'emploi. Dans les entreprises, une culture et un cadre organisationnel sont défavorables à la maternité et ces cultures persistent puisqu'il faut être rentable, travailler tard le soir, venir travailler le week-end, ce qui d'évidence n'est pas très compatible avec une vie de femme. La sensibilisation des entreprises, la valorisation des compétences professionnelles des femmes est un défi que nous entendons poursuivre. Concernant le partage des tâches, la conception naturaliste des sexes entraîne des activités et des rôles sociaux spécifiques. Les femmes sont souvent considérées comme faites pour tout ce qui s'occupe de l'intérieur, alors qu'on attend des hommes qu'ils soient vers leur regard tournés vers l'extérieur. La sensibilisation au partage des tâches est un atout, également pour les hommes. La promotion d'un congé paternité et de congés parentaux, les mesures permettant une meilleure conciliation des vies professionnelles et privées sont des mesures que la Suisse a décidé de prendre à large échelle. Concernant les violences faites aux femmes, l'interprétation des statistiques très élevées concernant la violence conjugale, malheureusement, doit être encore relativisée car elle ne s'appuie que sur des dénonciations d'actes de violence. Et nous allons, à partir du mois prochain, réaliser une large enquête sur 3 mois sur un panel de femmes et d'hommes entre 25 et 65 ans qui devrait nous donner des chiffres sur la situation actuelle à Genève. La persistance d'idées et reçues et de mythes au sujet des hommes et des femmes contribue à culpabiliser les femmes, à déresponsabiliser les auteurs et à nier ou à minimiser l'importance réelle du phénomène. Le langage révèle et véhicule les idées reçues. Vous connaissez les expressions « se faire battre »,« se faire violer ». Ces expressions indiquent une action et une responsabilité dans le fait de subir la violence. Le langage n'est jamais anodin. Différentes formes de violence existent, pas uniquement physiques, elles sont aussi économiques et psychologiques. La notion d'emprise, qui est centrale, retient souvent les femmes de quitter leur partenaire violent. À cela s'ajoutent souvent de nombreux facteurs, comme bien entendu les enfants, mais aussi les contraintes économiques, le statut de séjour ou la crainte des représailles. Mesdames et messieurs, la violence à l'égard des femmes reste une préoccupation centrale de toutes les politiques mises en place dans notre canton, respectivement dans notre pays. Nul doute que cette violence doit être sévèrement réprimée, mais nul doute aussi que le maintien de discrimination entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie participe à la domination d'un sexe sur l'autre et qu'elles doivent être combattues sans relâche. C'est le sens du message que je vous laisse vous adresser en ouverture de ce forum, en souhaitant que les contributions dont vous allez débattre au cours de ces 2 journées permettent de faire avancer les droits économiques, sociaux et culturels des femmes
dans toutes les régions du monde et que les différentes révolutions auxquelles nous assistons actuellement, notamment dans le monde arabe, soient l'occasion de renforcer ces droits et non pas de les restreindre. Et je conclurai en vous disant, cher Micheline, oui, les discriminations faites aux femmes freinent le développement, je suis convaincue. Chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous ici aujourd'hui au nom du directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Le directeur général empêché de participer aujourd'hui m'a chargé de vous saluer et de vous souhaiter à vous tous et à vous toutes du succès dans vos travaux. Hier, les nouvelles rapportées dans la presse qu'un tribunal de Maldives a ordonné qu'une jeune fille de 16 ans soit fouettée en public pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage. C'est tout simplement inadmissible et contraire aux droits de la personne universellement reconnue. La sentence devait être appliquée lorsque le coupable atteindra 18 ans. Qu'est-ce que cela change? Le juge a ainsi fait fi des pressions de l'ONU pour que les châtiments corporels envers les femmes soient abandonnés. Les châtiments physiques sont souvent prononcés par les chefs de village, qui font également office de juge, et la punition est délivrée à coup de canne. L'homme de 29 ans, lui, a en revanche été jugé selon la justice civile et il a été condamné à 10 ans de prison et non pas à des coups de canne, en vertu de la loi qui interdit des relations sexuelles avec toute mineure. Il y a moins d'un an, la haute-commissaire aux droits de l'homme, Mme Pillay, avait prié les Maldives pourtant de mettre un terme à ce châtiment physique sur les femmes, mineures ou pas, ayant eu des relations sexuelles hors mariage. Lors d'une visite sur l'archipel, Mme Pillay avait noté les progrès accomplis pour garantir les droits des 330 000 musulmans samites, mais avait souligné la nécessité de mieux protéger les femmes. Quelle est la triste réalité? Pourtant, selon le PNUD des programmes des Nations Unies pour le développement et la plus nouvelle organisation ONU-Femmes, malgré les progrès accomplis dans l'établissement d'institutions démocratiques dans la région de l'Asie-Pacifique, les femmes continuent de participer de manière inégale à la vie du pays, autant en tant que citoyennes qu'en tant que candidates aux élections publiques politiques. Pourtant aussi, la déclaration du millénaire des Nations Unies, adoptée en 2000 et réitérée au sommet de 2005 et 2010, a énoncé l'engagement des Nations Unies pour réaliser les objectifs du millénaire d'ici 2015, qui comprennent la promotion de l'égalité des genres et le renforcement de la participation des femmes. Comme l'a déjà dit Mme Fatou-Djouma, en matière de droits des femmes, le plus grand engagement des États a été sans aucun doute la signature de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, qui fut un succès de la Commission de la femme, qui est un organe pourtant déjà créé en 1946. Le CEDAW a été adopté en décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies et est entré en vigueur en 1989. Déjà une centaine de pays avaient ratifié cette convention. L'article 7 de cette convention engage les États à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique publique et de tout mettre en œuvre pour atteindre l'égalité réelle des hommes et des femmes. Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement, et je cite, que la discrimination viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine. D'après l'article 1er de la Convention, on entend par discrimination toute distinction, exclusion, restriction fondée sur le sexe dans le domaine politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine. La Convention réaffirme le principe de l'égalité en demandant aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
pour assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice de la jouissance des droits et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes de droit. Donc cette convention encourage notamment les États à changer les lois discriminatoires et à protéger les femmes contre les violences et à promouvoir l'égalité de l'accès à la terre et aux titres correspondants. Pour mémoire encore, l'autre étape importante, elle a déjà été mentionnée, fut la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en septembre 1995 et 1995, sous le thème « La lutte pour l'égalité et le développement et la paix ». Les principaux thèmes traités furent notamment la promotion et l'autonomie de la femme dans les contextes suivants: les droits fondamentaux de la femme, les femmes et la pauvreté, les femmes et la prise de décision, la fillette, la violence à l'égard des femmes notamment. Cette conférence de Beijing a conduit à l'adoption d'un plan qui a lui aussi déjà été mentionné, qui vise à renforcer le pouvoir des femmes au niveau social, économique et politique, à améliorer la santé, leur santé, à faciliter leur accès à l'éducation et à protéger leurs droits à la reproduction, les droits de reproduction, les droits reproductifs. Le plan d'action définit des objectifs à atteindre à des dates spécifiques, engage les nations à appliquer des mesures concrètes dans des domaines tels que la santé, l'éducation, les prises de décision et les réformes juridiques dans le but ultime d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, tant dans la vie privée que dans la vie publique. Pourtant, selon l'Union interparlementaire, il y a 18% des femmes parlementaires en Asie, contre près de 30% dans les pays membres de l'OSCE. L'Inde est le pays de la région d'Asie-Pacifique où la représentation politique des femmes est la plus grande. Le renouvellement des chambres en Inde a donné lieu à 12,3% de femmes à la chambre haute, chiffre légèrement inférieur à 10,8% de la chambre basse en 2009. L'Inde incarne donc l'exemple plus typique de discrimination positive dans la représentation politique des femmes et des minorités dans la région Asie-Pacifique. Au Rwanda, la Constitution prévoit que 30% des sénateurs indirectement élus soient des femmes. Le Rwanda est le premier pays du classement mondial en termes de représentation des femmes en politique. En juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. ONU Femmes agit notamment afin de protéger les femmes migrantes venant de la région Asie-Pacifique. Dans cette région du Pacifique, de l'Asie-Pacifique, ONU Femmes focalise ses activités pour atteindre l'égalité des genres dans un contexte de gouvernance démocratique, pour réduire la féminisation de la pauvreté et l'exclusion des femmes à travers la pleine réalisation des droits qui leur sont dus et la recherche de la sécurité humaine. Un accent particulier est mis sur les femmes migrantes, travailleuses et des politiques visant la participation politique des femmes. ONU Femmes œuvre aussi dans cette région contre le trafic d'êtres humains et la lutte contre le sida. En général, et vous l'avez déjà vous allez très certainement le mentionner durant vos travaux, et Fabienne Bugnon l'a mentionné, la discrimination contre les femmes persiste à travers le monde et l'entrave le développement. La discrimination sociale et juridique à l'égard des femmes demeure un obstacle majeur pour le développement économique dans les pays émergents et en développement, selon la dernière édition de l'indice d'institutions sociales et d'égalité hommes-femmes de l'OCDE. Les progrès ont été accomplis en matière des droits des femmes dans un certain nombre de pays. Dans d'autres, les femmes se retrouvent toutefois toujours exclues d'une pleine participation à la vie sociale et économique. Bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner les avancées vers la tenue d'une 5e conférence mondiale des femmes. La pertinence que les Nations Unies, dont les Nations Unies ont fait preuve en créant ONU Femmes en 2011, est démontrée par leur programme mondial axé sur les femmes et qui pourrait être
formulée et reformulée au cours de la 5e conférence mondiale prévue en 2015 à l'occasion des 20 ans de la conférence de Béziers. Cette conférence pourrait s'attaquer à des problèmes émergents, en particulier ceux relatifs aux femmes et à leur participation politique, conformément notamment à la résolution 325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui traite des femmes, de la paix et de la sécurité, et conformément à l'impératif de l'égalité des chances au travail décent, à la prise de décision, sans compter celui de l'autonomisation des femmes rurales et des filles. Le souhait de voir une nouvelle conférence mondiale des femmes a été verbalisé cette année par une déclaration conjointe du président de la Nation générale et du secrétaire général lors de la journée internationale de la femme. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, la Suisse, État hôte des Nations Unies à Genève, commémore ces jours-ci le 10e anniversaire de son entrée aux Nations Unies. Depuis 2002, la Suisse est attachée à renforcer et à développer une politique axée sur quelques grands sujets, tels que la paix et la sécurité internationale. Pour commémorer ces 10 ans, une conférence publique sera donnée par le chef de la diplomatie suisse, donc le ministre des Affaires étrangères, et du secrétaire général des Nations Unies. Elle sera donnée ce lundi 10 septembre à 16h à l'Université de Genève. Je vous encourage tous à y assister. Toujours sur la paix, puisque les femmes ont un rôle fondamental à jouer, le 20 septembre prochain, nous allons justement commémorer ici, dans le Palais des Nations, la Journée internationale de la paix. Elle sera marquée par 2 événements importants. L'un organisé par le Costa Rica, soutenu par l'Organisation de la coopération islamique, le mouvement de non-alignés et le groupe africain, et un vaste réseau d'ONG qui œuvrent pour la codification d'une déclaration de droits de l'homme à la paix. Et cet événement aura lieu à Sainte-Cède le 13h15, le 21 septembre. Le deuxième événement important, c'est organisé par l'Office des Nations Unies à Genève, le directeur général, l'ONG Interpeace et le Geneva Accountability Platform. Ce sera un séminaire qui mettra l'accent sur le concept d'inclusion dans le processus de construction de la paix, un thème prioritaire du secrétaire général des Nations Unies dans son dernier rapport sur ce sujet de consolidation de la paix. Ce séminaire aura lieu dans l'après-midi du 21 septembre, toujours ici dans le Palais des Nations. Également, je vous invite à nous informer sur la salle exacte, le numéro de la salle et y assister. Dans un article récent, le secrétaire général des Nations Unies déclarait que le monde, je cite, le monde est surarmé et la paix sous-financée. En 2011, les dépenses militaires ont dépassé les 1700 milliards de dollars, soit 4,5 milliards de dollars par jour. 4,5 milliards de dollars par jour. Ce dernier montant représente près de 2 fois le budget annuel de l'Organisation des Nations Unies. L'un des objectifs centraux des Nations Unies est de satisfaire à tout prix les besoins fondamentaux des êtres humains et d'atteindre ces objectifs du millénaire pour le développement. Le secrétaire général propose donc de réduire radicalement, je cite, réduire radicalement les dépenses consacrées aux armes nucléaires et d'investir à la place dans le développement économique et social. La paix passe par le développement, la sécurité par le désarmement. Cela nous amène à revenir sur l'importante résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, laquelle, je le disais il y a exactement 1 an dans ce même forum, a réaffirmé le besoin de donner aux femmes un rôle plus important dans la prise des décisions au niveau de la prévention et du règlement des conflits. Puissent vos travaux s'inspirer de ces importantes étapes pour enrichir les débats. Je me réjouis de lire les conclusions de ceci. L'unité de relations avec les ONG de l'Office des Nations Unies à Genève se réjouit toujours d'accompagner les ONG dans leurs activités qui contribuent à enrichir les débats des Nations Unies. Je vous remercie de votre attention. Notre sœur, la princesse Micheline Makoujuma, et les membres de son association, et leur renouveler tous nos encouragements pour leur quête permanente en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme
et particulièrement des droits de la femme sur les plans économiques et socio-culturels à travers le monde. Je voudrais partager avec vous la petite expérience du Congo en la matière. D'abord, pour vous dire que l'égalité et le principe d'égalité entre l'homme et la femme est inscrit en lettres d'or dans notre Constitution. La femme participe à tous les niveaux de décision, aussi bien politique, économique que socio-culturelle. Et cela depuis les années 65, lorsque sont nées les premières associations, les premières organisations à caractère politique. Aujourd'hui, par exemple, le Congo compte 412 associations et organisations non gouvernementales ou mouvements féminins au niveau national. 412. C'est pour dire combien la femme est impliquée dans la gestion de la cité. Et la femme, pour donner quelques chiffres, elle représente 8% des effectifs au Parlement. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un progrès par rapport à ce qui a été au cours des années de l'indépendance. Il y a 13% de femmes au gouvernement, il y a 12% de femmes dans les postes de décision des ministères, 17% dans les conseils départementaux, 26% dans les conseils communaux et 36% parmi les administrateurs mêmes. Donc, une participation assez active. Et comment cela est-il régi au plan juridique? Il y a d'abord notre participation ou notre adhésion à la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et il y a aussi le cadre juridique national que nous avons mis en place. Nous avons mis depuis 2012 un ministère de l'intégration, depuis 1992, pardon, un ministère de la promotion et de l'intégration de la femme au développement. Ce ministère-là, c'est celui qui élabore toutes les politiques en matière de promotion et de la politique de genre et qui s'occupe de toutes les décisions en ce qui concerne la femme. Et dans le cadre donc de la participation de ce ministère au gouvernement, un plan d'action a été mis en place. Ce plan d'action de la politique nationale du genre s'articule autour de 7 axes stratégiques. D'abord, l'intégration du genre dans les institutions, les programmes et projets de développement. Il y a l'amélioration de la productivité des femmes pour un accroissement de leurs revenus. Il y a l'amélioration de l'accès aux services d'appui à la production, l'amélioration de l'accès aux services sociaux, la promotion de la participation équitable à la gestion du pouvoir, le respect des droits, suppression des violences, renforcement des mécanismes institutionnels, amélioration du statut social de la femme. Donc, dans la recherche des solutions pour la femme, le Congo a renforcé ses partenariats, aussi bien au plan bilatéral que multilatéral. Le Congo bénéficie de l'apport multiforme de partenaires multilatéraux basés au Congo, notamment les agents du système des Nations Unies, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qu'il y a lieu ici de remercier. Plusieurs mesures réglementaires ont été prises en vue d'assurer la promotion et la protection de la femme. Il y a donc, je l'ai signalé tout à l'heure, l'adhésion sans réserve au protocole facultatif de la CEDAW en 2007 par une loi, la loi qui a été publiée en 2008. Il y a la ratification de la Convention relative à la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie. Ce sont soit les jeunes filles qui en sont victimes, qui a été publiée le 6 mai 2006. Il y a la loi 05-2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Et dans le cadre de cette loi, bien sûr, un accent particulier a été mis sur la situation de la femme. Tout à l'heure, un des intervenants a parlé des stéréotypes. Il y a lieu effectivement de commencer à assurer l'égalité entre femmes et hommes dès le plus jeune âge. Et dans ce cadre-là, des mesures ont été prises au niveau du Congo, notamment en ce qui concerne les stéréotypes. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été commencée en 2006 et qui a été menée avec la participation de la société civile. Dans le cadre de cette campagne, on a revu ou revisité tous les manuels scolaires pour voir
quelles étaient à l'intérieur des notions qui étaient à caractère sexiste. Sur la base de cette étude, un projet de loi est en cours d'élaboration et une commission a été mise en place dans le cadre de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique pour revoir tous les programmes scolaires et retirer tout ce qui avait un caractère sexiste. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, les mesures prises ont été surtout dans le cadre de la mise en place des centres de santé intégrés sur l'étendue du territoire national, la gratuité des médicaments contre le paludisme, les moustiquaires, l'augmentation du budget de la santé, la gratuité de la césarienne, l'élaboration et l'adoption d'une feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la prise en charge médicale et sociale des femmes victimes de la fissure obstétricale, la vulgarisation du planning familial dans les centres de santé et les circonscriptions d'action sociale et dans les établissements scolaires. Nous avons aussi également pris des mesures en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida et dans le cadre de ces mesures, bien sûr, la femme qui a le taux de prévalence le plus élevé au Congo bénéficie d'une attention particulière. Il y a également des mesures réglementaires et législatives qui sont prises en ce qui concerne les violences faites aux femmes qui sont sévèrement punies dans le cadre du code pénal. Le Congo s'est engagé sur la voie de la ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale. Dans ce cadre-là, des campagnes ont été organisées et le gouvernement associe les ONG, les confessions religieuses et tous les partenaires religieux. La loi 025 dont j'ai parlé tout à l'heure, portant promotion et protection des populations autochtones, qui est la première du genre en Afrique, stipule en son article 9 que sont interdites sous toutes leurs formes la traite et l'exploitation sexuelle des enfants et des femmes autochtones. Parce que dans ce milieu, effectivement, il y a parfois des viols collectifs et l'État a prévu donc de punir sévèrement ces pratiques. Tout le problème, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, ce n'est pas de prendre des lois, c'est de les mettre également en application. Et c'est là, effectivement, la difficulté que nous avons parce qu'on est confronté d'une part, parfois à la méconnaissance de la loi, ce qui nous a amené à faire des campagnes de sensibilisation et en prenant comme relais des réseaux communautaires, des ONG, la société civile. Mais il y a aussi que parfois les moyens de mise en œuvre de ces textes réglementaires ne sont pas à la disposition du gouvernement parce que nous sommes un pays en développement. Le Congo a également pris des mesures d'accès à la terre, aux ressources et au crédit. Il y a donc la loi 25-2008, du 22 septembre 2008, portant régime agro-foncier, qui établit que la terre appartient à l'État, même si elle reconnaît que les propriétaires fonciers ont des droits. Mais leurs droits ne peuvent pas être au-dessus des droits de l'État. Et dans ce cadre-là, une place est réservée aux femmes parce que ce sont elles qui participent le plus aux activités, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et il y a également un fonds de soutien à l'agriculture qui a été mis en place pour appuyer les initiatives individuelles et collectives des populations. Et dans le cadre de ce fonds, les femmes bénéficient à hauteur de 11%, ce qui est encore faible, bien sûr. Mais il s'agit, c'est aussi parfois l'absence des études de faisabilité. Parce que pour bénéficier de ce fonds, il faut présenter les études de faisabilité. Et ce que les femmes, quelquefois, ne sont pas à même de présenter. Et nous avons appelé en renfort les ONG, la société civile, pour aider ces femmes à présenter des projets qui seraient capables d'être acceptés par le fonds de soutien. En matière d'accès au crédit, le secteur de la microfinance continue à se développer en offrant des services financiers adaptés aux populations à revenus faibles, en leur offrant de petits prêts à court terme et à un taux de remboursement très bas à partir de 2 à 5%. Le réseau mutuel congolais d'épargne, qui est un réseau qui leur permet d'engager des activités. Bon, les femmes, comme je l'ai dit aussi tantôt, sont majoritaires dans la production vivrière. Ce sont elles qui participent à alimenter les centres urbains. Mais elles sont aussi présentes dans le cadre de la fonction publique. Et les effectifs des femmes sont passés de 33% en 2002 à 37,7% en 2020. Pour
pour juste ne pas abuser de votre temps, et pour terminer, je voudrais dire que en adoptant la plateforme d'action de Beijing lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes en 1995, le Congo a accepté l'égalité des sexes et la promotion des femmes comme principes fondamentaux du développement humain et durable. Des données quantitatives et qualitatives issues de l'enquête congolaise auprès des ménages, de l'enquête démographique, des consultations participatives et sectorielles et thématiques sur la pauvreté et des consultations nationales sur les genres ont démontré que le vécu quotidien des femmes, quoique en amélioration constante, se caractérise encore par de nombreuses inégalités. Je vous ai dit, ces inégalités sont liées également aux stéréotypes. Nous sommes en train d'essayer de vaincre en améliorant déjà l'éducation dès le plus bas âge, mais également par l'accessibilité de la femme à différents organismes, y compris les organismes de crédit, mais également par la survivance de certaines coutumes. Des avancées notoires ont été enregistrées dans le domaine de l'enseignement primaire, de la santé maternelle et infantile et des mécanismes institutionnels. Je vous ai donné le taux de représentation des femmes au sein des différentes institutions. Mais des efforts sur nous doivent encore être consentis dans plusieurs domaines, notamment celui de l'emploi non formel et des violences sexistes et de la représentation dans les instances de prise de décision. Je le veux que cette représentation est encore assez faible. La réduction des inégalités est toujours possible, mais les présentages socioculturels constituent encore un frein à la réalisation de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. C'est pour ça que le gouvernement appelle et soutient tout apport, aussi bien bilatéral, multilatéral que de la société civile et des ONG. Sur une action politique plus soutenue, donc seule une action politique plus soutenue, avec l'apport de ces différentes institutions, pourrait inverser la tendance actuelle et assurer des progrès durables. D'où la nécessité pour nous de relever les défis suivants: le renforcement des mesures juridiques et leur application effective. J'ai dit, prendre une loi est une chose, la mettre en œuvre en école. La mobilisation des ressources pour le financement des activités des femmes. J'ai dit aussi qu'elles avaient un faible accès au crédit et qu'il fallait renforcer cela à la fois par une éducation et par l'élaboration de leur plan d'accès au crédit. La transformation des rapports femmes-hommes à travers une appropriation de l'approche ce genre à tous les niveaux. Des campagnes de sensibilisation ont été menées, je l'ai dit aussi bien, dans les communautés, dans les établissements, au niveau des institutions étatiques et paraétatiques. Mais il faudrait encore que cela soit suivi et accompagné pour vérifier comment les gens ont intégré et comment ils les mettent en œuvre. La prise en compte effective des activités des femmes dans la comptabilité nationale. Certaines statistiques ne donnent pas exactement la position de la femme dans la comptabilité nationale. On pense qu'il faudrait une meilleure prise en compte. Le renforcement des capacités des acteurs nationaux. C'est vrai que nous avons appelé les partenaires bilatéraux et d'autres partenaires à nous aider dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de la femme. Nous pensons que la prise en compte de capacités nationales, aussi bien dans les communautés, dans les villages, au niveau des régions, des districts, cette participation seule pourrait permettre une amélioration sensible de la prise en compte de cette question. Le renforcement du partenariat avec les agents de coopération bilatérale et multilatérale. Nous en avons bénéficié, je vous ai dit, nous pensons toujours que c'est ces partenariats-là qui nous permettra d'aller plus de l'avant. Je vous remercie, M. le Président. Comme il n'y a pas de questions par rapport à l'ouverture officielle, je vais devoir donc remercier tous les participants, tous les intervenants pour leur brillante intervention. Et particulièrement l'Office des Nations Unies à Genève, qui nous soutient depuis le début. Et chaque année, l'Office est toujours là pour nous soutenir, particulièrement le service des ONG. Et je voudrais m'adresser aux ambassadeurs, même ceux qui sont absents. Vous savez, cette année, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu commencer les préparatifs à temps. Raison pour laquelle vous
verrez que vous avez constaté qu'il y a eu de petites défaillances. Par exemple, les interprètes ils ne sont pas là, mais ils seront là. Donc, nous allons essayer de travailler comme ça aujourd'hui avec deux langues sans interprète. Mais vendredi, tout va être à l'ordre. Et merci, messieurs les ambassadeurs du Sénégal, du Congo, et ceux qui sont partis, et pour votre soutien. Et parce que certainement, vous avez beaucoup à faire, mais aujourd'hui, vous avez laissé abandonner ce que vous avez à faire et vous êtes venus consacrer ce temps ici. Et cela me va de droit. Je vous en remercie. Merci beaucoup à notre président, brillant président des sciences, qui est encore notre ami et qui est devenu aujourd'hui rapporteur spécial. Et cela nous réjouit beaucoup parce que notre forum, ainsi que dans tous les autres que nous allons faire sur les droits des femmes, il sera toujours à nos côtés pour nous soutenir. Il a écrit beaucoup de livres sur les droits humains et particulièrement il a beaucoup parlé des femmes et peut-être que lui-même il nous présentera ça avant que nous ne sortions pour prendre un petit sandwich parce que depuis le matin, comme les gens ne sont pas venus à temps, on n'a pas pu apporter les pauses café. Mais il se trouve dehors maintenant qui nous attend. Bon, Avant de clore la session,